Très bien. Oui, merci beaucoup, Albéric. Est-ce que d'autres personnes pourraient partager un peu leur philosophie par rapport à ça? Merci, oui. Hmm. Si vous avez envie qu'on discute d'Emmanuel, on pourra en parler après des possibilités, des ouvertures et des contraintes et des limitations qu'on peut rencontrer quand on est auteur de manuel. Mais oui, mais on pourra en discuter après, oui, volontiers. Il y a des questions qui sont commerciales, éditoriales, mais il y a des questions qui sont de politique linguistique, parce qu'on pourra évoquer le cadre européen. C'est quand même un cadre, et il nous invite à aller vers du français authentique et des situations d'échange oral authentique. Et en même temps, il y a une limitation, parce qu'on a des référentiels qui sont, eux, écrits. Même si les référentiels sont livrés avec des CD et des enregistrements, le français qui est parlé, lui, contient très peu de variations. Bon, on a peut-être... voilà, on n'aura pas de nœud pour l'oral, pour la négation à l'oral, je veux dire, mais ça va s'arrêter là. On n'aura pas les accents, on n'aura pas des mots régionaux, ce genre de choses. Pas avant au niveau C1, je me trompe, Sylvain? Pardon? Pas avant un niveau C1. Oui, alors enfin, il n'y a pas de oui, référentiel pour le C1 de toute façon. Donc. Oui, oui. Enfin, On pourra en parler. Après, mais à quel moment est-ce qu'on doit intégrer la variation de manière explicite dans l'enseignement, ou pas, d'ailleurs pas forcément explicite. Et il y a effectivement cette idée de dire que oui, la variation, ce sont les régionalismes, c'est annexe, c'est pour plus tard. Quand vous parlerez très bien le français, à ce moment-là, bon, on ira étudier les éléments. Même chose pour les compétences interculturelles qui viendront quand vous serez déjà bilingue. Enfin, c'est assez étonnant. Mais juste pour raccorder avec ta question, je veux dire quand même une chose, c'est que nous, au Japon, on est quand même, je crois, malgré les difficultés des habitus pédagogiques, que ce soit de la part des attentes des apprenants et des habitudes de classe, j'ai envie de dire, on est quand même extrêmement sensible à la différence écrit-orale pour une raison extrêmement simple. C'est que quand un Français arrive au Japon, il voit bien la différence de difficulté entre l'oral et l'écrit. D'abord, l'écrit, il le voit et on se dit, enfin, je sais pas, moi je suis passé par là, mais je crois qu'on est beaucoup. On se dit, bon, bah, je vais vite apprendre à écrire parce que l'écrit est là. Et finalement, on apprend beaucoup plus vite à parler parce qu'on en a besoin. Et puis l'écart est colossal et on voit tout de suite que c'est pas du tout les mêmes processus, psycholinguistiques en jeu, les mêmes procédures de mémorisation. Donc je pense nous on y est très sensible et on essaie, beaucoup d'enseignants essaient de réintroduire ça en classe. Après, comment faire, ça c'est un autre problème. Je voulais juste, mais après on va bien sûr avoir le débat après, mais je voulais juste faire une précision, c'est que quand on parle de la variation, bien entendu, le débat ne se situe pas au niveau de la différence entre l'oral et l'écrit, parce que tu as de la variation au sein de l'écrit et tu as de la variation au sein de l'oral. Et donc, bien sûr, moi je distingue les deux registres, ça de l'écrit, ça c'est de l'oral, mais quand je parle de la variation, c'est-à-dire que ce soit à l'écrit, c'est-à-dire on a un écrit de référence, et si on parle de l'oral, on a un oral de référence, pardon. Et dans ce cas-là, maintenant, après, il faut, parce qu'on peut parler de quel type de variation, parce que la variation aussi, je n'ai pas eu l'occasion justement de dire quel type de variation. J'ai été à Paris, je suis allé à Paris. Oui, voilà, ce n'est pas uniquement c'est une variation qui peut être justement situationnelle, qui peut être géographique, qui peut être diachronique, qui peut être justement régionale, etc. Mais quel traitement on fait à la variation et quel statut on lui donne? C'est ça la question. Oui, parce que, et par rapport à quels critères? Ce que tu viens de mentionner en même temps, c'est à partir du moment où on dit bon, il y a une... Parce que notre collègue qui dit justement, on a l'impression que la variation,
c'est au nord, mais pas trop au nord, pas au sud. Il parle de l'Île-de-France. Mais pourquoi l'Île-de-France? Il y a un processus. Ouais. En même temps, à partir du moment où on dit tout est variation, tu citais Bernard Lax, merci. C'est vertigineux pour l'enseignant. Parce que si on se dit, ok, j'ai compris la nature de la langue, c'est la variation, je veux faire de la vraie langue. Mais alors c'est vertigineux. Toutes les différences de prononciation, de structure, régionalisme, variation dans le temps. Alors, on va faire comment? Je comprends pourquoi les Français n'ont pas l'habitude d'interagir avec le public, parce qu'ils s'enflamment entre eux. Tout de suite. J'ai pas le temps de finir. Non, je blague. OK. Maintenant, si je vous pose la question, quel français enseigner? On est tous profs, OK? Il faut se poser la question. Alors, je vous pose la question. Pas vous, hein? Bon, non, restez tranquille, là, une minute, là. OK? Quel français enseigner? Et je vais vous donner ma réponse dans quelques instants, mais dites-moi, vous, quel français vous enseignez ou quel français vous voudriez enseigner? Vous voudriez enseigner. Allez-y, là, participez un peu, là. Mesdames, à l'avant, là. Oui? Oui. Français normatif? Oui. OK. C'est ça. D'accord. Abrégé, oui. Mm-hmm. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mm-hmm. Parfait, parfait. Je donne la chance à une autre personne de s'exprimer. Albéric, je sais que tu aimes bien parler, alors c'est ta chance. On est filmé en plus. Dis-moi, quel français enseigner? Ben, je sais pas moi. Si on se base sur ton expérience, sur toutes sortes de critères, OK, que je ne vais pas énoncer tout de suite, là, tu vas peut-être m'en dire quelques-uns, mais si tu as la réponse à cette question-là, tu dirais, j'enseigne quel français? Oh, premier critère, ça dépend du public. Et pourquoi ce serait ça qui serait si crucial pour leur développement? Mm-hmm. Mais chez nous, il n'y en a pas de manuel, là. Donc, s'ils n'en achètent pas, mais ici, c'est ça. OK, supposons que tu n'avais pas de livre. OK, tu es au Japon, tu fais ta propre école
de langue où tu construis ta nouvelle université, une 801e là, au Japon. Bon, c'est privé, c'est l'université d'Albéric. T'enseignes quel français? OK. Moi, je vous donne ma réponse honnête et franche. Quel français enseigner? Je vous dis tous les français. OK? Pour la même raison que si on me demande quelle langue il faut apprendre dans notre vie pour notre développement ou peu importe, je vous dis toutes les langues. OK? Parce qu'on veut être très fonctionnel, on va avoir accès à la culture du monde, on va avoir le meilleur emploi possible, on veut passer un peu partout. Moi, je vous dis, on va enseigner tous les français, on va enseigner toutes les langues. Maintenant, il faut faire un choix dans une société. On ne peut pas dire au Québec, bon, on va enseigner tous les registres du français québécois, plus tous les registres du français de Tunisie, tous les registres du français de France. On ne va jamais s'en sortir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est initier quand même, OK, à toute cette réalité pour justement favoriser l'intégration. Alors, je vais faire le lien avec la francisation. Favoriser aussi le respect, l'ouverture vers l'autre, le respect aux différents. Ça apporte plein de choses finalement. La sociolinguistique, c'est l'ouverture au monde et la tolérance envers les différences. Bon. Du côté des immigrants, OK, alors le public étant différent, les objectifs sont différents, mais ce qu'on a appris depuis une quarantaine d'années au Québec, c'est que l'enseignement du français auprès des immigrants est différent du français qu'on enseigne aux petits Québécois dans le système d'éducation normal. OK? Donc, encore aujourd'hui, le rôle de l'éducation au Québec, c'est de fournir aux petits-enfants québécois l'accès à une littérature francophone générale, l'accès à, au français de référence. Donc, si on sort du cadre québécois, on va quand même se faire comprendre. Vous me comprenez maintenant, OK? Bon, Foued, même chose, et etc., OK? Par contre, quand on regarde du côté des immigrants, la réalité est complètement différente. Et pendant 40 ans, on a eu à tort l'objectif de les franciser avec le français de référence, qui n'est pas le français québécois. Et la conséquence de ça, et on l'a vu spécialement ces dernières années, parce qu'il y a eu énormément d'immigrants, plus que les années précédentes, dans les années 70-80. On parle quand même de 50 000 nouveaux arrivants chaque année au Québec environ. Et en faisant le suivi, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande difficulté d'intégration, ou en fait que ce n'était pas l'intégration optimale. Et on a réalisé ça jusqu'à tout récemment. Et la première raison qui fait qu'un immigrant a des difficultés à s'intégrer, à se trouver un travail, peut-être à sortir du système de bien-être social, donc des allocations pour aider les familles un peu plus démunies, on s'est aperçu qu'il y a une forte corrélation entre la maîtrise de la langue du registre familier au Québec, okay, et la situation d'intégration économique, sociale, etc. chez les immigrants. Quand on y pense, si moi, par exemple, je viens au Japon, okay, comment vous faites pour savoir que je me suis mieux intégré, par exemple, que Foued? Est-ce que c'est parce que je mange des sushis, puis lui, il n'en mange pas? Ça peut être un cas, mais qu'est-ce qui serait encore le plus frappant? Et peut-être l'élément qui ferait que vous voudriez être mon ami et vous voudriez m'aider, ce serait quoi? Ben, communiquer en japonais standard ou en japonais familier? Japonais familier, OK? Exactement. Donc, moi, si je veux m'intégrer ici, puis en tout cas, ou je veux faire paraître que je suis assez à l'aise ici et tout ça, je vais faire à partir de la langue, OK? Et même chose, si Olivier passe 6 mois au Québec, ou Foued ou Sylvain, je vais savoir quand ils vont être, disons, assez bien intégrés à partir du moment où leur français va s'être modifié pour arriver un peu à quelque chose qui tend un peu plus vers le québécois. OK? Est-ce que vous ne pensez pas que j'ai raison un peu? Tu m'as dit que ma prononciation du Québec était complètement non, mais on sent un peu le sud de la France dans ton accent. Tu m'as dit arrête ça tout de suite. Oui. Oui, parce que quand on y pense,
On peut bien dire que le japonais, c'est la langue officielle du pays, comme au Québec, c'est la langue officielle de la province. Mais est-ce que c'est le français de référence qui est la langue qui assure la cohésion sociale, l'intégration ou la fonction identitaire, comme disait Fouad tout à l'heure? Aucunement. Okay? C'est le français familier, le français qu'on parle 90% du temps. Et même chose au Japon. Et je peux même vous dire, moi, ça m'a frappé surtout lorsque j'ai appris le chinois. Parce que, bon, la réalité linguistique en Chine, elle est pas mal plus complexe qu'au Québec. On se fait croire au Québec que c'est complexe, mais c'est une blague, OK? Donc, on passe une année à apprendre le chinois, par exemple. Bon, je l'ai fait aussi pour le japonais, mais c'était surtout frappant en Chine. Oui, les gens me comprenaient, mais moi, je comprenais absolument rien de ce qu'ils me disaient. Alors, j'étais au nord, j'écoute les gens parler, je comprends rien. Bon, c'est bon, ça va. Je m'en vais au centre, je comprends rien non plus. Je m'en vais au sud, je comprends rien non plus. Je vais à l'est, à l'ouest, partout. Je comprenais rien de ce que les gens me disaient. Je retourne voir ma prof et je lui dis, attends, j'ai investi des centaines d'heures pour apprendre le chinois, j'ai donné de l'argent et tout, je comprends rien. Ah, elle me dit, ah non, mais attends, mais c'est pas possible ça. Hein? Mais c'est ça, OK? La réalité est que la cohésion sociale ou la langue officielle, c'est pas nécessairement le français de référence, OK? En Tunisie, si je veux m'intégrer, faire partie d'eux, trouver un job, c'est sûr qu'il faut que j'intègre des éléments de leur langue. Hein? On serait plus amis peut-être, hein? Si je parlais un peu plus français tunisien. Bon, OK? Ce qui fait que le service de francisation qui sert justement à intégrer, on appelle ça français langue d'intégration. Okay? La francisation, c'est français langue d'intégration. C'est un programme qui existe depuis une bonne trentaine d'années au Québec. Si vous êtes immigrant et vous n'êtes pas de niveau avancé en français, vous avez le droit à un cursus gratuit de francisation. Okay? Donc, si vous voulez aller à temps plein, ça représente une trentaine d'heures par semaine, okay? Pendant 8 mois environ. Okay? On parle autour de 1000 heures. Et donc, comme je vous disais, traditionnellement parlant, on faisait comme on faisait avec les petits francophones, c'est-à-dire qu'on enseignait le français normé, la norme explicite, le français parisien, ou vous pouvez appeler ça le français de référence. Mais dans les dernières années, comme je vous dis, il y a eu énormément d'immigrants et on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer, et contrairement à ce que j'ai vécu avec le chinois ou peu importe le japonais ou l'espagnol, ouais, j'ai oublié de parler de l'espagnol, puis il faudrait encore parler de l'arabe, c'est pas ça qui nous assure une intégration. L'intégration, bon, les Québécois, on a besoin du français de référence pour s'intégrer dans le monde francophone, on peut le dire un peu comme ça, OK? Mais les immigrants, eux, c'est une réalité complètement autre. Et si on veut, comme vous enseigner le français, mais à l'étranger, moi, je pense sincèrement qu'il faut mettre l'accent davantage sur le français familier. Ça dépend encore où ils veulent aller, leur objectif, OK? C'est sûr qu'on a des groupes tellement hétérogènes qu'on ne sait plus quoi faire, mais en tout cas, dans les immigrants qui vont au Québec, et je vais vous expliquer un peu leur mentalité et leur réalité, on va encore mieux comprendre ce qui justifie l'enseignement du français familier. Mais si on veut vraiment s'assurer qu'ils s'intègrent, ils doivent connaître le registre familier. Et s'ils ne connaissent pas le registre familier, par exemple, c'est des Japonais qui ont appris le français standard, ils arrivent au Québec et ne comprennent rien de ce qu'on dit, comme moi quand je vais en Chine ou au Japon ou peu importe, on leur fait plein de promesses. On leur dit, OK, c'est un monde sécuritaire, vous allez avoir un plein emploi, bon, il y a toutes sortes de possibilités sociales, vous voulez avoir des enfants, on vous donne une année de congé, vous pourrez recevoir des allocations, on a toutes sortes de raisons d'aller au Québec ou ailleurs, mais on s'aperçoit que très vite, ils ne comprennent rien de ce que les gens disent. Puis, alors que les Québécois se disent, oh, on ne parle pas si bien que ça n'a rien à voir à parler bien ou mal, OK? C'est un français qui est différent du leur. Et le français identitaire, chez moi, c'est le français familier, qui est différent du français familier de France, différent du français familier de Tunisie. Et c'est pas donner un bon service à nos immigrants quand ils comprennent rien de ce qu'on dit. Okay? Moi, je suis content d'avoir appris le japonais standard un peu, l'allemand et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, ça ne sert presque à rien. Okay? Donc, la réalité des immigrants, c'est quoi? Alors, je vais vous expliquer, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer pourquoi c'est tellement important d'inclure cet aspect socio-didactique ou socio-linguistique dans les cours de français. D'abord, une des premières réalités des immigrants, il y a des immigrants économiques. Okay? Vous le savez, vous pouvez décider par vous-même d'aller au Canada. Bon, vous avez peut-être déjà des études universitaires chez vous. Okay?
vous allez quand même assez bien vous intégrer à ce moment-là. Votre but, c'est vraiment vous intégrer dans la société, trouver un travail et tout ça. Bon, ça, c'est un groupe d'immigrants. Il y a un autre groupe d'immigrants, ce sont des réfugiés. Il y en a quand même pas mal aussi. Okay? Si on prend, on a une tarte de 100% des immigrants, on va avoir quand même autour de 20% qui sont des réfugiés. Okay? Ces gens-là n'ont pas demandé à aller à l'école. Okay? Et ces gens-là, à travers les accords internationaux, arrivent au Canada. Okay? Et là, d'un côté, il y a les parents qui, eux, espèrent trouver un boulot tout de suite. Alors, ils frappent un grave problème, c'est qu'ils ne comprennent pas la langue, que ce soit familier ou standard ou peu importe. Okay? Et pendant qu'eux suivent des cours de francisation ou font des petits boulots, leurs enfants vont à temps plein dans les écoles. Okay? Ce qui fait qu'après 2 ans, l'enfant qui a passé des milliers d'heures à parler français familier finit par comprendre le français familier ou le français qui est parlé, que ce soit en France, mais en tout cas, je parle du Québec, au Québec. Et là, tu as le parent qui, lui, a pris une partie du temps pour travailler, toutes sortes de boulots. Et là, il y a un décalage linguistique qui se fait. Okay? Donc, si on veut faciliter la connexion entre le père et l'enfant, okay, alors que le père, lui, va souvent travailler avec des gens moins éduqués, surtout si c'est des réfugiés, va davantage parler un français familier, il faut s'assurer qu'il y ait une logique avec l'enfant qui va à l'école. Et or, si les enfants vont dans le système, il y a 2 systèmes de francisation au Canada. Il y a le système primaire et secondaire, et ça, c'est sous l'égide du ministère de l'Éducation. Et si vous êtes adulte, okay, vous avez une certaine éducation, c'est le ministère de l'Immigration. Le ministère de l'Immigration valorise énormément, depuis quelques années, mais surtout cette année, toute la variation linguistique, et qu'elle soit au Québec ou ailleurs dans la francophonie, et on met l'accent sur le français familier. Okay? Ça, c'est une réalité. Et le ministère de l'Éducation sont complètement déconnectés, sont 20 ans en arrière, et les professeurs sont moins bien formés aussi parce qu'il manque d'argent pour la formation. Okay? C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça. Donc, il y a un décalage chez l'enfant, chez le père, okay? Et c'est un grave problème à l'heure actuelle. Ça, c'est un des facteurs. En plus du fait que si on n'enseigne pas le registre familier, les immigrants ne peuvent pas s'intégrer. Mais en plus, il y a 2 systèmes en parallèle de francisation qui ne s'entendent pas sur quel français enseigner. Alors, imaginez, ce n'est pas aider non plus les familles. Okay? Bon. Ceci étant dit, on peut peut-être montrer une diapo. Là. Vas-y avec la diapo 7. OK, bon. Alors, comment ça se fait que, alors qu'on peut-être bien, on savait depuis des années okay, qu'il fallait passer par le français familier pour faciliter l'intégration de nos apprenants, comment ça se fait encore qu'en 2015, il y a donc 2 systèmes de francisation différentes et même qu'à l'intérieur de nos programmes scolaires, même pour les francophones, cette histoire de variation, elle est peu mise de l'avant. Okay? Alors, je fais un petit historique avec vous pour que vous puissiez comprendre. Là, okay? Donc, il y a une 60aine d'années, supposons qu'on recule dans le temps, OK, on est en 1950 ici, vous arrivez au Québec, vous allez voir que tous ceux qui dominent le domaine économique, c'est les Anglais. Si vous voulez avoir un travail, un bon travail, vous devez parler anglais, pas français. Si vous voulez contrôler les richesses naturelles, c'est les Anglais aussi. Okay? Mais il y a eu un grand tournant dans les années 60. On a vu qu'il y avait un décalage important entre notre société et les sociétés américaines ou d'autres sociétés françaises où c'était vraiment les gens natifs qui contrôlaient leur économie, mais il y avait une bonne cohésion autour de la langue. Et ça, on a réalisé ça en retard dans les années 60 et on s'est dit, c'est assez de se faire empiéter. On a l'expression, avez-vous l'expression se faire manger la laine sur le dos? OK, bon. Ça voulait dire que ce n'était pas les Québécois pure laine, comme on dit chez moi, francophones qui contrôlaient l'économie, sa destinée, c'était des gens de l'extérieur. Okay? Donc, dans les années 60, il y a eu une grande période de changement. On appelle ça la Révolution tranquille. Bon, il n'y a pas eu de guerre ou il n'y a pas eu trop de morts, okay, heureusement, mais on a donc changé les politiques, notamment par rapport à l'économie et l'éducation. On a créé des universités, on a vraiment changé la société au complet et on s'est dit, on va favoriser l'accès davantage au français, prioriser le français
dans les échanges, dans le travail, dans l'éducation, dans les lois et tout ça. Donc, dans les années 60, on s'est dit, voilà, c'est assez, il faut parler français et mettre ça en valeur. Mais le français qui était parlé il y a 60 ans, ce n'était pas le français que je vous parle maintenant. Si vous écoutiez ma grand-mère, peut-être vous comprendriez mieux, mais c'était un français où on avait, c'était le français, disons, parisien d'il y a une centaine d'années, on pourrait dire, mais teinté véritablement de particularités nord-américaines quand même. Mais c'était anciennement une norme de prestige qui finalement a été remplacée par une norme parisienne. Et justement, dans les années 60, où on voulait revaloriser le français, il y a l'élite québécoise qui s'est dit « Oh, mais attendez un peu, là, si on veut faire des connexions avec l'étranger, il faut mettre de l'avant le français de référence. » Donc, on a commencé à enseigner vraiment, même aux petits francophones, à parler à la française. Bon. Et il y a eu, puis même chose avec les immigrants. Donc, c'est vraiment un français parisien. Mais le problème, c'est que plusieurs chercheurs ont remarqué que si tu faisais comme ça, il y avait une perte d'identité. On occultait finalement les mots de notre réalité, puis on disait plutôt que c'est les réalités françaises ou les mots des réalités françaises qui devraient être employés. Sauf que, attends, là, ce que vous appelez merle n'est pas la même chose chez moi. Ce que vous appelez sapin chez vous, pas la même chose chez moi non plus. C'est des variétés différentes. C'est un monde à 6000 km de différence. C'est complètement différent en réalité quand on y pense. Oui, vous mangez du pain, du fromage, puis on adore ça nous aussi. Mais linguistiquement parlant, on a toutes les raisons du monde de ne pas fonctionner de la même façon. Et justement, il y a eu l'évolution en parallèle de deux systèmes, français nord-américain, basés sur les régions nord-est et ouest de la France, et il y a eu le français européen basé sur le français d'Île-de-France. Deux réalités en parallèle qui se sont développées pendant 400 ans. Et là, tout d'un coup, parce que des politiciens ont jugé que, on parlait d'idéologie tout à l'heure, mais c'était comme ça, parce que des politiciens ont dit, voilà, on va se tourner vers l'ouverture vers le monde, on va parler un français parisien. Là, finalement, tout ce qu'on avait inventé, créé pendant 400 ans, ça comptait plus tout d'un coup. Et ce qu'on appelait une mitaine, ça devenait une moufle. Et ce qu'on appelait un mets, peu importe ce qu'on mangeait, il fallait le dire à la française. Bon. Et voyez que des politiques si fortes ont donné lieu donc au contraire du balancier, au retour du balancier. Il y a des chercheurs, des linguistes, je pense à Claude Poirier, que tu connais, je pense à Claude Véraud, tout le monde s'appelle Claude, là, bon, peu importe, qui se sont dit, attention, là, déjà les dictionnaires français qui sont publiés en France sont uniquement représentatifs du vocabulaire, mais d'une sous-partie du vocabulaire parisien ou français, occultent tout ce qui est en dehors de la francophonie. Puis pourquoi c'est leur variété qui est de prestige? Bon, il y a toutes sortes de questionnements qui se sont effectués comme ça, et même ça a mené dans les années 80 à l'arrivée de dictionnaires québécois, français, il y en a eu plusieurs. Et voyez, le débat sur la norme a émergé complètement. Alors, ici, si vous suivez la diapo, c'est simplement pour vous dire qu'à l'époque de la Révolution tranquille, on veut répondre à la question « Quel français enseigner ?» À l'époque de la Révolution tranquille, la question était claire. Ce qu'on fait avec les petits francophones, ce qu'on fait avec les immigrants, c'est le français de référence. C'était tellement non motivé, disons, scientifiquement et d'une façon d'intégration qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont tout fait justement pour montrer que c'était une idéologie qui ne tenait pas la route, comme on dit chez moi. Donc, ça a donné lieu dans les années 60 aussi à ce qu'on appelle l'Office québécois de la langue française, qui justement contrôlait la langue et qui voulait vraiment s'appuyer sur le français de France. Bon. On est venu donc, après les années 60, à des débats, des années 60, 70, 80 et même jusqu'à maintenant, entre la norme endogène et la norme exogène. La norme exogène, c'est le français de référence. La norme endogène, ce serait le français québécois vernaculaire, finalement. Alors, selon notre adhérence idéologique, il y a les deux camps qui s'opposent. Bon. Ensuite de ça, ce qui s'est passé, c'est que l'Office québécois a fini par comprendre, mais je le dis d'une façon positive, là, parce que
les chercheurs ont vraiment montré que c'est un juste milieu qu'il fallait trouver, en fait. OK? Pas juste enseigner la norme véhiculaire, parce qu'encore une fois, c'est trop restrictif d'un point de vue du développement de l'intégration. Puis si on enseigne seulement la norme exogène, ben encore une fois, si on veut faciliter l'intégration, ça ne va pas marcher non plus. Donc, le rôle actuel de l'Office, c'est de trouver un compromis entre les deux. Tout ce qui est québécois, on le valorise. Par contre, il ne faut pas occulter tout ce qui est français de référence non plus, pour donner accès à la littérature et tout ça. Bon. Si on regarde le tableau ici, ce qu'on comprend quand on regarde à l'heure actuelle, okay, grâce aux travaux en sociolinguistique, ce qu'on comprend, c'est que la langue française, en fait, c'est la somme de toutes ces variétés, et ces variétés vont toujours être plus difficilement compréhensibles à mesure qu'on est dans un registre familier, et vont toujours plus être mutuellement compréhensibles lorsqu'on va adopter un registre standard, c'est-à-dire proche du français de référence. Okay? Donc, il y a toutes sortes de variétés de français, mais si moi, je parle familier, Olivier va avoir plus de difficultés à me comprendre que si je parle français standard, et vice-versa. Et c'est ce qu'on essaie de montrer maintenant à nos propres petits Québécois, mais aussi aux immigrants. Pourquoi? Parce que les immigrants qui arrivent au Québec, par exemple, ils vont entendre « je suis bien ». Eux, ils vont s'imaginer que c'est québécois. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est québécois, ça, « je suis bien » ? Non, mais est-ce que c'est typiquement québécois, ça, dire « je suis » ? Dans ta bouche, ça m'a l'air québécois, oui. Ça se dit pas en France, non? Ben oui. Bien sûr. Bien sûr, tout le monde dit ça. Bien sûr que ça se dit. Oui, non, c'est ça, au niveau phonétique. Non, pardon. On est bien assis, là, donc oui, c'est vrai, je suis bien. Exactement, OK? Donc, les immigrants arrivent un peu partout en plus et avec leurs propres besoins, leurs propres réalités, mais en plus de ça, parce que de plus en plus, on les sélectionne en fonction de leur niveau de français. On veut qu'ils aient un niveau quand même assez... Écoutez, là, on ne fonctionne pas avec le cadre européen, mais disons que ce serait A2. Hein, c'est A1, débutant, là, puis A2, là, OK? On veut qu'ils aient un niveau minimal, OK? Bon, mais le problème avec ça, c'est que ils arrivent au Québec et ils disent « Ah, ça, c'est pas bien parlé » ou « Ah, ça, il y a juste les Québécois qui font ça. Ah, ça fonctionne pas, c'est supposé être féminin. Albéric me l'avait enseigné. Ah, ça, c'est... » Mais attendez un peu, là, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des mots dans l'histoire qui étaient féminins deviennent masculins. La structure avec « que » qu'on entend au lieu de dire « don », par exemple, la fille que je te parle, c'était français standard il n'y a pas si longtemps. Nous, on l'a maintenu. Bon, vous l'avez changé. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais les étudiants arrivent avec toutes sortes de préjugés qui n'aident pas non plus leur intégration. OK? Petite pause publicitaire là, pour cette eau là, que je ne connais pas. Bon, voilà. Bon. Et on en arrive à cette histoire de ce qu'on appelle le prestige latent. Alors, qu'est-ce qui fait que les Québécois, comme les Japonais, comme les Français, peut-être de France ou de Tunisie, vont pas que parler en standard ou en français de référence, justement parce que ce qui facilite leur intégration, leur inclusion, leur lien d'amitié, c'est justement à travers le français familier. Et ça, le ministère de l'Immigration l'a compris et le ministère de l'Éducation ne l'a pas compris encore. Et les résultats nets, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un écart important selon qu'on fasse de la francisation à travers le ministère de l'Immigration et le ministère de l'Éducation. Okay? Alors, je vous pose la question encore, cette fois-ci. Quel français enseigner? Avez-vous une autre opinion? Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que...
chose à quoi se fier. À quoi se fier? Oui, oui. Mm-hmm. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, mais ça dépend, c'est ce que je vous dis, ça dépend toujours crucialement de votre public. Je peux faire une petite remarque, oui, parce que bon, c'est des choses qui résonnent très très fort pour moi par rapport à mon engagement d'enseignant. Le problème, c'est que quand on aborde une langue étrangère, moi c'était mon cas quand je suis arrivé au Japon, on a une idée vague et floue, et surtout on a une conception fausse de la langue, et on se dit, il y a une langue, et c'est infiniment plus complexe. Et au fur et à mesure qu'on apprend, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Alors le temps qu'on passe, et le temps peut-être qu'on perd, à essayer de se tenir à l'illusion qu'il y a une norme lexicale grammaticale pour finalement, au bout du compte, apprendre l'oral avec des locuteurs, les genres textuels en s'y confrontant, parce que vous évoquiez tout à l'heure les petites annonces, là vous évoquez les SMS, c'est-à-dire qu'il y a une série de genres textuels, d'ailleurs on n'a pas une infinité, on peut les lister. Finalement, si on va directement vers les genres textuels dont on a besoin pour l'écrit, vers les formes d'échange à l'oral dont on a besoin, on va gagner beaucoup de temps et on ira beaucoup plus vite. Vous avez constaté comme moi que beaucoup d'étudiants passent 4 ou 5 ans au Japon à faire du français avant d'aller en France, et inversement 4 ou 5 ans en France à étudier le japonais avant de venir au Japon. Et finalement, ils sont très nombreux à témoigner du fait qu'ils ont réappris à zéro en arrivant, parce qu'ils n'avaient pas, vous parlez des documents authentiques, ou des contextes authentiques, enfin ça peut être des contextes authentico-didactiques, mais en tout cas qui se rapprochent plus de la réalité dont ils vont avoir besoin. Excuse-moi pour cette parenthèse, mais... C'est parfait, c'est parfait. Mais non, mais c'est ça. Voilà, donc moi je vous renvoie la question finalement. Est-ce que, en tant que... Bon, on a une responsabilité quand on est professeur de langue, même si c'est dans le cadre d'un français loisir comme un institut. Est-ce que ça ne serait pas rendre service à nos étudiants que de ne pas leur faire perdre du temps avec une langue, j'ai envie de dire presque imaginaire, cette fameuse norme, qui n'est qu'une partie très très restreinte, et leur dire tout de suite, attention, ça va être plus compliqué, on va y aller progressivement, mais avec des choses plus complexes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, c'est pour ça qu'on... C'est un combat, hein. Ouais. Et puis, l'autre problème... C'est-à-dire, ça peut être une catastrophe aussi, parce que... Oui, ou tout simplement, sur ce point-là, tout simplement montrer que quand on se présente entre étudiants d'université, ça n'a rien à voir avec se présenter à un entretien d'embauche ou même à son voisin. Parce que voilà. Parce qu'on a le temps est fini, alors tu vois, l'audience a envie de discuter. Ouais. Alors, oui. Oh, mais je vais juste conclure. Ouais. Mais en tout cas, il y a cette idée que la langue est quelque chose de simple, difficile mais simple. En fait, c'est pas difficile, c'est juste complexe. Et ça, je crois qu'il faut le dire très très vite. Les gens, quand ils rentrent dans une langue, on a parlé de la variation. Il y a un certain nombre de concepts forts de sociolinguistique. Je pense à la diglossie. Je pense, qu'importe les termes scientifiques. Mais sans exposer nos apprenants à ces termes scientifiques, effectivement, les sensibiliser, leur montrer par des exemples très rapidement qu'on est dans un régime de complexité, et finalement il suffit de retourner le regard et regarder autour de soi dans sa langue maternelle, on se rend compte très vite qu'il y a des variations
selon l'âge, selon les régions, etc. Oui. C'est ça. Non, mais trop d'immigrants arrivent avec ça comme réflexe. Non. Mm. Le problème, c'est la situation scolaire de la classe de langue. Parce que si dans une situation de vie réelle, je demande dans une langue étrangère un mot, je suis dans un contexte où ce mot a du sens. Et très souvent en classe, on nous demande un mot ou une expression, c'est mieux. Et il nous faudrait à nous, enseignants, répondre tout de suite, oui, mais dans quel contexte ? Alors il peut y avoir le contexte de l'exercice de l'activité du texte, mais souvent on est désemparé par ça. Donc toujours rappeler un mot, une phrase, une règle de grammaire même. Dans quel contexte des qui devient deux devant un adjectif pluriel. Oui, mais où c'est pas vrai tout le temps. Ça, je pense que c'est un point pédagogique extrêmement important. Excuse-moi. Donc, je vais juste faire un petit résumé et conclure. C'est-à-dire que si, à l'heure actuelle, dans le monde francophone, ça se peut que je me trompe, OK? Pour toute cette dynamique que je viens d'illustrer, c'est-à-dire à un moment donné où on s'est dit « Ah, tout le français parlé des Québécois, c'est mauvais. On parle français comme les Parisiens. » Et là, le contrepoids de linguistes et de sociolinguistes et de chercheurs ou une certaine élite là, a voulu montrer que c'était purement idéologique, c'était pas aider la société ni les immigrants. C'est vraiment grâce à tout ça, et c'est assez récent, qu'au Québec, à l'heure actuelle, mais je ne sais pas si ça se fait en France ou dans vos propres classes, mais on se fait souvent dire qu'au Québec, on est en avance d'un point de vue de la didactique, de la lexicographie, justement parce qu'on met de l'avant cette particularité du Québec, qui est nord-américaine en plus, donc c'est favorisé encore plus par l'éloignement géographique. Et donc, si vous discutez avec des collègues francophones, mais du Québec, vous allez voir que la pédagogie, l'enseignement des langues est différente. Et une de ces différences, c'est le fait qu'on intègre vraiment, et comme je vous dis, c'est pas tout le monde, OK, mais dans nos nouveaux programmes de français langue seconde, ou à la licence, là, comme vous dites, on met vraiment l'accent sur les différences socio-linguistiques. Puis au-delà de ça, je pense que dans vos classes, vous faites du socio-culturel aussi, non? Ou ce qu'on appelle chez nous, dans nos programmes de francisation, on a la compétence sociolinguistique, mais il y a aussi interculturelle. C'est-à-dire qu'au Québec, il y a non seulement la variation au point de vue linguistique, mais aussi culturelle. Vous le savez tous, OK? 33% des gens qui sont au Canada ne sont pas nés au Canada, OK? Donc, la tolérance à l'autre, la variation linguistique, la variation des codes religieux, vestimentaires et tout ça, fait partie des programmes d'intégration des immigrants. Donc, vraiment, l'aspect sociolinguistique et socioculturel, c'est ça qui facilite l'enseignement, l'intégration, des immigrants. Donc, soyez pas surpris si vous entendez d'autres Québécois dire « Ouais, nous, on met l'accent sur le registre familier depuis un certain nombre d'années. » Je vous donne un dernier cas, je termine avec ça. Il y a, juste pour vous montrer le décalage en certains profs, donc un prof qui venait vraiment d'une école de langue que je nommerai pas, qui était vraiment centré sur l'enseignement explicite de la grammaire. J'ai eu une discussion avec lui la semaine dernière et je lui dis « Ah, bon matin ». Il me regarde en me disant « Oh, ça, j'aime pas ça. » Je dis « Comment ça, t'aimes pas ça? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? »« Non, c'est pas correct ça de dire ça, bon matin. » « Mais pourquoi c'est pas bon? » Il dit « C'est un anglicisme. Ah, faut pas faire ça. » Encore un trait culturel québécois ici, dans les années 60, tout ce qui était, il y avait des carences terminologiques au point de vue technologique. On n'avait pas les mots français encore, puis il y avait peu de connexion avec la France. Plusieurs termes techniques, la mécanique, la robotique et tout ça, on les nommait à l'anglaise, si vous voulez. OK? Donc, l'anglais a pénétré pas mal, et c'était une autre raison qui faisait qu'on voulait se rapprocher de la France. Mais le fait qu'on employait davantage d'anglicismes, il y a des gens qui étaient payés, qui critiquaient ces gens qui employaient les anglicismes. C'est pas correct, c'est une faute, c'est contraire à notre culture québécoise, abolissons les anglicismes, ça va quasiment vous tuer, OK? Bon, ben dans cette tradition-là, moi je dis bon matin à ce prof de francisation et qui me dit non, c'est pas correct de dire ça, il faut dire bonjour. Mais attends un peu là.
OK? Quand je vous dis c'est important d'apprendre toutes les langues ou toutes les variétés de langues, je lui dis oui, mais en japonais, là, on dit Ohayo gozaimasu. Si on est en chinois, on dit Zao Chen Hao. Si on est en arabe, qu'est-ce qu'on dit pour bon matin? Je sais pas. Tu sais pas bon matin en arabe? Ça se dit pas? Non. Il l'a pas? Non. OK, en anglais, c'est quoi? Good morning. Allemand, guten Tag. Pourquoi toutes les langues du monde, ou presque, sauf l'arabe, là, peut-être, là, et le Québec? On n'aurait pas le droit? Je blague, bien sûr. Oui, bon matin. Okay. Non, mais quand on y pense, dans toutes les langues du monde, il y a bon matin, sauf en français ou presque. Il l'a pas en espagnol, bon, OK. C'est pas qu'on veut faire des anglicismes, c'est un emprunt, comme plein d'autres cas, OK? Mais tout simplement. Donc, voyez à quel point c'était fort, OK, cet ancrage idéologique au Québec. Alors moi, je lui dis, oui, mais les Québécois, à 90%, on dit bon matin. À la radio, vous allez entendre bon matin. J'ai moi-même dit bon matin. Et vous voulez pas enseigner ça aux étudiants? Après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir vous voir, ils vont dire « Oh, les Québécois parlent mal, hein? » Et comme vous l'avez dit, ils disent « Bon matin », c'est pas correct. Et l'immigrant va aller voir le Québécois, puis il va dire « Non, c'est pas correct. » Attendez, là. Okay, imaginez-vous. J'ai eu cette merveilleuse réflexion d'une enseignante de japonais langue étrangère à des étrangers qui me disait ce qui est très très difficile, c'est que les Japonais parlent tellement mal japonais. Tout le monde parle mal finalement. Oui, bon, parce qu'elle voulait enseigner une langue qui était dans ses manuels et elle est convaincue que c'est voilà. La langue peut-être qu'elle a apprise elle aussi au lycée. Malheureusement, les étrangers qui sont là, et c'est essentiellement des Chinois ou des Indonésiens, des Philippins, eux, ils sont pas confrontés à cette langue parce qu'en plus, ils sont envoyés sur des chantiers, ils travaillent dans des usines. Voilà, exactement le même problème. Ce qui prouve que c'est pas un problème typiquement québécois. Enfin, donc voilà, répondre à cette question, est-ce que l'apport de la sociolinguistique est importante? Elle est absolument cruciale comme socio-culturelle. Et malheureusement, il y a encore un décalage même au Québec. Mais j'espère que j'ai pu vous convaincre que c'est excessivement important, en tout cas pour les immigrants là. Ouais, donc faites passer cette idée aussi aux enseignants de japonais langue étrangère, je crois que ça pourrait être utile. Fouad, j'ai vu que tu prenais des petites notes, tu voulais... On lance le débat? En fait, on a déjà largement dépassé l'heure prévue, alors je me remets à l'audience. Vous tenez encore quelques minutes? Je crois que Albéric avait préparé des questions aussi. Parce que... Ouais. Moi, ça va. Parce que oui, il faut être. Il faut qu'on sache. Enfin, il faut qu'on sache de quoi on parle. Alors, il faut pas. Je fais un certain nombre de remarques. On peut pas demander aux enseignants tout et n'importe quoi, parce que il faut aussi distinguer qu'il y a un savoir qu'on va lui donner le statut d'un savoir ordinaire et un savoir qu'on va lui donner le statut d'un savoir scolaire. Donc, un savoir scolaire, il se transmet à l'école. Donc, par l'école, et l'école, l'enseignant, il peut pas faire, il a tout à l'heure parlé justement de manuels, etc. Il y a des méthodes, il y a des manuels, il y a justement des examens, etc. Donc, l'enseignant, lui, il est confronté à tout cela. Mais ce que le débat il peut porter, c'est d'abord, et c'est ce que j'ai essayé justement de faire passer comme message, c'est-à-dire quelle conception d'abord a-t-on de la langue? Parce que la langue, même des langues, n'est-ce pas? C'est que il faut qu'on sache que est-ce qu'on veut enseigner une langue comme une forme abstraite ou on veut enseigner une langue comme un produit d'une catégorisation sociale. Et si on dit catégorisation sociale, c'est-à-dire c'est une représentation qui est historiquement donnée, qui est politiquement donnée. Une langue, c'est aussi une vision politique. Si justement la Révolution française a dit une langue unique, parce qu'on pense la société unique, parce qu'on a une représentation de la nation qui devait être unique. Et donc tout trait relevant du plurilinguisme, de l'hétérogénéité et autres pouvait entraver, perturber cette équation, une langue égale une nation. Donc à partir de là, et là je précise une chose, lorsqu'on est en classe, bien entendu la question ne se pose pas
il est tout à fait légitime de dire j'enseigne le français normé. Et pourquoi pas? J'enseigne le français de Voltaire, par exemple, à condition de ne pas le faire passer comme le français unique qui doit justement transcender toutes les autres justement variétés. Mais il faut que l'école puisse justement au moins faire passer un message qu'il existe des réalités langagières différentes. Que l'on parle le français en Tunisie, que l'on parle en France, que l'on parle en Bourgogne, à Marseille, au Québec, en Suisse, etc., ce sont des variétés différentes parce que le contexte social, politique, historique est différent. Si on sensibilise déjà l'élève ou justement l'écolier à cette réalité-là, il saura que lorsque le Québécois, il entend le Québécois prononcer, ne serait-ce que justement sur le plan phonétique, n'est-ce pas, une réalité différente de la façon dont le Tunisien le fait ou le français de France, il dit ce sont des réalités différentes. Parce que lui, il est Québécois, parce que justement moi je suis Tunisien, parce que lui, il est Japonais, et en fait parce que le français résulte d'un certain nombre de réalités. Mais à partir du moment où vous concevez cette variation comme un écart, comme une faute, et donc vous la sanctionnez, là, vous avez justement une conception centralisée, une conception unique de la langue qui n'admet pas. C'est pour cela justement qu'on dit, ah ben là c'est une faute. Mais une faute par rapport à quoi? Une erreur par rapport à quoi? Pascal disait déjà justement erreur, vérité ici, erreur au-delà des périmés. C'est-à-dire que tout est relatif, n'est-ce pas? Et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, si j'ai le temps, j'aimerais bien dire 2 mots sur la notion de français, langue d'intégration. Si tu veux, moi je ne suis pas, on va dire, hostile à ça, à condition, je le dis, et pour le Québec, et pour le français, et pour le français de France, parce que il y a une circulaire du ministère, etc. Alors, il ne faut pas non plus, on va dire, je ne sais pas quel était l'objectif, n'est-ce pas, du Québec, mais moi je connais très très bien le Québec, non seulement parce que j'y suis allé plusieurs fois, mais que j'enseigne justement la réalité sociolinguistique du Québec. Et si tu veux dire français d'intégration, je suis à 100% d'accord avec toi, à condition que cela ne vienne pas occulter ou faire occulter une réalité qui est historique, mais à laquelle justement tu as fait référence, c'est que vous savez que le débat sur la langue au Québec, pendant longtemps, il a opposé anglophones et francophones. Et souvent, les francophones, les Québécois francophones, ont reproché à ce qu'on appelle les allophones, que maintenant on peut les appeler les immigrés, etc. En fait, nous, Québécois, on fait venir justement des immigrants, et ces immigrants-là, ou ces allophones-là, qu'est-ce qu'ils font? Il a parlé justement des relations économiques, etc., à partir de la Révolution tranquille, et absolument d'accord. Qu'est-ce qu'on reproche à ces immigrants? De venir tout simplement grossir les rangs des anglophones, notamment en mettant leurs enfants dans des écoles anglophones. Et vous savez que lorsque la deuxième tentative, justement, du référendum du Québec sur la souveraineté du Québec, on se souvient bien, justement, de la phrase, malheureuse phrase d'ailleurs qui a été mal interprétée, la phrase de Parisot, justement, nous avons été battus à cause des ethnies et l'argent. L'argent, allusion aux anglophones, les ethnies, allusion aux allophones. Donc, si justement ce concept, enfin je ne sais pas si c'est un concept ou peut-être un pseudo-concept, est là pour dire, ok, d'accord, mais intégration par le français, comme si justement on ne pouvait intégrer les immigrants qui arrivent au Québec que par l'intermédiaire de
du français. Donc là, c'est mon point. Et juste, je fais l'allusion par rapport à la France maintenant. Alors, par rapport à la France, c'est à peu près la même réalité. Vous savez qu'en France, il existait ce qu'on appelait les ELCO. Les ELCO, ce sont justement l'enseignement enseignement et langue du culture d'origine, n'est-ce pas? Et ces enseignements-là, en fait, notamment de l'arabe, mais aussi du turc et d'autres langues, etc., c'était des enseignements dispensés justement par les pays d'origine, etc., qui, en fait, mettaient ou déchargeaient des enseignants qui viennent en France, ils sont payés par leur pays d'origine, etc., pour enseigner les langues d'origine, notamment l'arabe, etc. Et d'ailleurs, problème, parce que ces ELCO-là, en fait, ont permis indirectement au ministère de l'enseignement, au ministère de l'Éducation nationale, petit à petit, à se débarrasser justement de l'enseignement de ces langues-là. Et d'ailleurs, l'arabe est un problème, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui on dit oui, mais l'arabe, etc. Pourquoi l'arabe a été justement pas supprimé, mais en tout cas, comment dire, le service public, c'est petit à petit justement désengagé. Ça, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de critères. Il y a l'immigration, bien entendu, dont on parle. Il y a justement l'islamisation. Il y a les quartiers, etc. Et du coup, on s'est trouvé avec un enseignement de la langue arabe, dispensé parfois dans les caves des mosquées, parfois justement dans des associations, et on ne sait même pas si on devait contrôler, si on pouvait contrôler justement cet enseignement-là. Pourquoi? Une des raisons, parce que, soi-disant, l'arabe, il y a la dimension religieuse. Comme si l'arabe, justement, est lié uniquement à sa dimension religieuse, comme si l'arabe n'était pas une langue profane, qui a justement, il y a depuis justement le Moyen-Âge, des poètes qui ont chanté la gloire justement du vin, les poèmes érotiques, etc. Érotiques en langue arabe, oui, bien sûr. Bien sûr, comme si, et donc du coup justement, ah oui, mais l'arabe, on a peur justement que ça amène, etc. Et donc du coup, en fait, on ne contrôle plus rien. Et je reviens, pourquoi justement les ELCO? Parce qu'on a pensé que, peut-être à juste titre, que en fait la meilleure intégration passe par l'enseignement du français. Moi, je ne suis pas contre, à condition justement que cela ne se transforme pas justement à un unilinguisme, n'est-ce pas? Que par ailleurs on récuse, parce que justement nous on est pour un plurilinguisme, et pour que le plurilinguisme, ne serait-ce que justement de penser que les langues premières des apprenants, qu'ils soient immigrants ou autres, peuvent être au moins pensées comme un support justement pour au mieux, et aujourd'hui on sait bien les effets positifs justement du bilinguisme pour aller vers effectivement la maîtrise de la langue seconde. Alors, c'est pour cela que je comprends ce que tu dis, Steve, mais je dis il faut faire attention à ce que justement on n'est pas en train de nous vendre un pseudo-concept pour maquiller une réalité. Ben, je peux répondre tout de suite. C'est-à-dire que au Québec, selon la loi, okay, le français est la langue officielle, la langue d'intégration et tout ça. Okay? Ça, c'est une question de la loi. Mais jamais que dans la loi, on dit que c'est le français la langue unique. Okay? Toutes les langues sont valorisées, le bilinguisme est valorisé. La plupart des allophones vont déjà pouvoir parler 2-3 langues, et ça, pour trouver du travail, c'est une grande richesse. Okay? Donc, et c'est pas parce qu'ils sont intégrés en français qu'ils vont avoir le sentiment que l'anglais c'est mauvais ou quoi que ce soit, ou quelle autre langue. Je pense qu'il y a une bonne ouverture, c'est pour ça qu'il y a des cours de francisation. On parle d'intégration, mais je l'ai dit tout à l'heure, en même temps que ça passe, disons, le canal, c'est le français, en particulier familier, il y a tout le volet multiculturel qui est abordé, et la place aux étrangers, à tout le portrait québécois, fait partie intégrante du programme d'intégration.
Je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi, j'avais peur que tu dises, est-ce qu'on veut faire croire que si c'est pas par le français, c'est mauvais? C'est ça que tu voulais dire un peu? Pour moi, si tu veux, c'est le volet politique. Moi, je pointe le volet politique. Je veux dire, je vais venir sur la montre, mais il y a quelque chose qui est paradoxal dans ce dont on parle, c'est que le français à l'étranger, je laisse le cas du Québec à part, nous qui enseignons le français à l'étranger, on a cette situation très simple que cette personne a rappelée. Ils ne comprennent rien. J'avais préparé mes petites remarques d'étudiants. Là, j'avais préparé quelques remarques que nous font les étudiants et qui renvoient à ces concepts-là. Je vais en France et je comprends rien. De là, le travail que tu fais, des corpus, etc., on va vous apprendre le français de France, oral, écrit, etc., avec des variétés. Pas toute la variété, parce qu'elle serait sans fin, mais en tout cas, les variétés dont vous avez besoin. On peut faire encore mieux. Je vais aller en Suisse pour être horloger, je vais aller en Belgique pour être chocolatier, je vais aller au Canada, au Québec, pour apprendre à tirer l'érable. On va vous apprendre les Français dont vous avez besoin. Mais après, il y a la France en France, et l'éducation nationale et l'école, qui, elle, a bien besoin d'une norme. Oui. Et on n'est pas du tout sur le même terrain. Enfin, je veux dire, nous, on a besoin de défendre la variation pour enseigner le français authentique. Qu'en est-il pour les professeurs des écoles primaires, des collèges, qui vont dire, bon, alors attendez, il y a de la variété, selon les contextes sociaux, les régions, selon les régions du monde, et en même temps, vous allez passer par le crible des recrutements, etc. Il faut avoir un certain style. Enfin, tu sais très bien. On propose des stages pour les jeunes des quartiers. On va leur apprendre à enlever la casquette et mettre une cravate. Et ils réussissent leur entretien d'embauche comme ça. Tu vois, il y a un hiatus entre les deux. Comment s'en sortir? Et puis, est-ce qu'on peut tenir le même... Est-ce qu'on peut trouver un discours convergent des deux côtés? Sylvain, tu veux réagir? C'est Sylvain parler. Parce que... Oui, non, mais la réponse est relativement simple, en fait. Ah, ouf. La réponse rejoint ce qui a été dit à cette table, c'est-à-dire que dans l'idéal, on est multiple, on est plusieurs. On peut parler plusieurs langues, on maîtrise plusieurs registres, on maîtrise plusieurs compétences. C'est la même chose pour les registres et les formes à l'intérieur même d'une seule langue. C'est-à-dire qu'idéalement, je me retrouve dans des circonstances très formelles, très protocolaires, et je suis capable d'employer un langage adéquat. Je me retrouve avec des jeunes adolescents dans un certain milieu, dans une certaine situation, je suis capable d'employer des formes phonétiques et morphologiques adéquates, bon, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de développer des répertoires suffisamment riches. Et là, c'est là où il y a la convergence. C'est-à-dire que Steve a insisté sur la nécessité d'apprendre des formes familières. Je pense qu'il faut être un peu prudent quand on dit le français familier, parce qu'il faut le définir, c'est pas évident. Mais en tout cas, la nécessité d'apprendre certaines formes qui correspondent à certaines réalités sociales, qui sont mal enseignées, c'est important. Mais inversement, on se trouve parfois dans certains contextes, notamment professionnels, dans lesquels il est attendu des candidats que justement, ils maîtrisent des formes beaucoup plus formelles, qui ne sont pas celles de l'intégration familiale, disons, familière, amicale, etc. Donc l'idée, c'est de développer la maîtrise de plusieurs répertoires cohérents. Et la mise en garde qu'on a dans le domaine des études bilingues sur notamment l'éducation bilingue des jeunes enfants, sur les dangers du code switching trop précoce, on le retrouve dans les code switching non maîtrisés chez l'adulte. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'avoir un discours soutenu, cohérent et continu dans un même registre, on va se trouver en difficulté. Donc la réponse, elle est là. La réponse, elle est... disons, ce qu'apporte la sociolinguistique, c'est de dire aux enseignants en formation dans les UFM, vous savez, la langue, c'est pas ça. Adoptez la démarche du linguiste, regardez les données, comprenez ce que c'est que la variation. Et là, comme l'a dit Foued, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle d'écrit et d'oral, en fait, on parle de médias. On parle de variation diamésique, en termes de moyens. Quand on parle de variation géographique, on est dans la variation diatopique. À l'intérieur de la variation géographique et de la variation diaphasique, etc., etc. Il faut affiner les questionnements. Si on n'affine pas le questionnement, on n'affine pas la réflexion, on n'aura pas de réponse. Donc on doit affiner la réflexion, le questionnement et la réponse. Mais la réponse, elle passe par une formation des enseignants à la linguistique variationniste,
pour ensuite mieux comprendre la nécessité et le mode de construction de normes partagées pour une vie commune qui est à la fois ouverte et tolérante vis-à-vis de la variation, mais en même temps qui donne du sens à la nécessité d'adopter des codes communs socialement établis et striés. Et moi, c'est la perspective que j'ai adoptée dans ce... Je ne suis pas sociolinguiste de formation, mais je me suis retrouvé à faire de la sociolinguistique dans cette perspective-là, c'est-à-dire on étudie la variation, non pas pour faire l'éloge de la variation, il n'y a pas besoin de faire l'éloge de la variation est la variation. En revanche, c'est pour reconnaître l'existence, et donc pour identifier ce qu'est la langue ou la parole, pour ensuite dire, bon, voilà les faits, et maintenant réfléchissons d'un point de vue social, d'un point de vue socio-éducatif, à la nécessité d'avoir des normes correspondant à différents contextes. La réponse, elle est là. Et pour ça, il faut documenter et structurer la pensée. Tout à l'heure, tu as parlé de diglossie, mais juste pour évoquer le terme, quand on parle, d'ailleurs, on a évoqué le concept de répertoire verbal, un répertoire verbal justement qui est pluriel, c'est-à-dire où il y a un certain nombre de variétés, mais ils peuvent être justement intermédiaires, comme le code switching d'ailleurs, justement. L'avantage justement de ce concept-là, sociolinguistique, c'est que justement il neutralise les oppositions du type bilinguisme, diglossie, etc. C'est que la variation peut être à l'intérieur d'une même langue, comme elle peut être justement à l'intérieur de deux langues différentes. Quand Chomsky n'est pas un sociolinguiste, hein, et quand Chomsky on lui pose la question sur le chinois dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le chinois? Chomsky a répondu, le chinois c'est un point noir sur une carte jaune, quoi, une tache noire sur une carte jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que à chaque fois il y a une variété justement différente qui peut être là considérée comme une langue. Ce que je veux dire, la variation, qu'elle soit lexicale, syntaxique, phonétique, etc., en fonction justement des registres, ou en fonction des espaces, ou en fonction du temps, etc., elle existe dans toutes les langues. Et c'est tout à fait normal. Je sais pas, moi, la Tunisie, c'est un petit pays, et quand je vais, par exemple, au sud, et on me dit un mot, je peux ne pas le comprendre. Mais le problème, c'est comment on peut sensibiliser justement l'apprenant à l'existence de cette variété-là. Et l'école doit justement s'ouvrir aux différentes variations pour faire apprendre à l'élève, ou je sais pas, à l'apprenant de manière générale, que la langue même, quand on raisonne à l'intérieur même d'une langue, n'est pas une unité abstraite, mais c'est un processus. Et ce processus-là, les frontières ne sont pas... C'est comme ça. Les langues prêtent leur vocabulaire, empruntent aux autres, etc. Et c'est comme ça que les langues... Le changement linguistique, c'est comme ça, justement. Oui, c'est de la matière vivante. Ouais. Après, comme on s'approche de la conclusion, je ne vais pas me permettre de conclure, mais juste un mot à propos du français langue étrangère. Je pense que la réflexion qui a été évoquée à travers les différentes interventions concerne les différents champs que sont le français langue étrangère au Japon, le français langue de scolarisation ou le français langue première, mais il y a ensuite des contextes, des spécificités propres à ces contextes-là. Oui. Et donc, par exemple, la réflexion plus fine qui doit être menée sur ces questionnements dans le cadre de l'éducation nationale française, par exemple, ne sera évidemment pas le même que celle de l'enseignement du français langue étrangère au Japon. Donc, si je recentre un peu sur le terrain qui est le nôtre ici, celui de l'enseignement du français langue étrangère au Japon, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, il y a une distinction essentielle à faire, c'est celle entre production et perception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des apprenants de français d'avoir 36 modèles de production. En revanche, ils peuvent très bien avoir un modèle de production, mais être capables de comprendre, de percevoir, d'identifier différentes variétés. Donc l'idée de base, c'est d'ouvrir à la variation, aux variétés, au départ en perception, en offrant un unique modèle de production. Et c'est là où on doit croiser les deux critères qui sont des critères d'apprenabilité, donc d'un point de vue psycholinguistique, et d'acceptabilité d'un point de vue sociolinguistique, en disant, on a des apprenants qui débutent, on doit leur offrir des modèles pédagogiques, donc là on en vient à la notion de normes pédagogiques, mais ces normes pédagogiques-là, elles doivent être évidemment élaborées en regard des normes descriptives, pour ne pas dire prescriptives, auxquelles seront forcément exposés les apprenants s'ils vont dans des milieux francophones
native, parce que on a des étudiants qui n'apprennent le français que pour écrire des emails, des courriels à des compagnies françaises. Est-ce que c'est bon, etc. Donc il y a la question des objectifs essentielle, Très important. la question des objectifs, la question du public et la prise en compte, et c'est là aussi l'intérêt de la déconstruction de la langue, la prise en compte des dimensions psycholinguistiques d'apprentissage de la langue et des dimensions descriptives de la réalité sociolinguistique de la langue d'autre part. Et à ce moment-là, si on examine ces deux domaines-là, on peut proposer en tant qu'enseignant des approches pédagogiques, des activités, choisir des exemples, choisir des constructions qui vont aller du plus simple au plus complexe et qui vont permettre à l'apprenant graduellement d'être capable de gérer différentes formes sans être submergé au départ. Et on peut commencer par travailler sur de la variation phonétique élémentaire, complexifier un petit peu avec de la variation lexicale, travailler sur des particularités syntaxiques, et on le fait déjà en termes de simplement classiquement le changement de registre entre le tu, le vous, des choses comme ça, mais aller un peu plus loin que ces choses-là qui sont intégrées dans la grammaire pédagogique standard. Donc, je crois qu'il faut affiner un peu aussi la réflexion et la discussion en prenant en compte ces différents éléments. Tout à fait. Est-ce que une remarque ou une question de la part de l'Assemblée? Non? Bon, je crois. Oui, Eric, je t'en prie. Ouais. Alors, il y a, évidemment, c'est comment dire, d'un côté, c'est ouvert à l'exploitation pédagogique en ligne pour des classes, etc. D'un autre côté, évidemment, les données récoltées, les transcriptions, tous les éléments restent la propriété intellectuelle des responsables d'enquête et des responsables du projet, ce qui fait que, à ma connaissance, les éléments présentés ne sont pas réexploitables ou ne sont pas exploitables commercialement ou du moins d'autres supports que ce qu'ils sont actuellement. Donc ils sont exploitables pédagogiquement, ils sont connectables, disons, à travers des liens, des choses comme ça, mais ils restent évidemment la propriété du projet, sans quoi, c'est un peu triste pour tous les gens qui ont travaillé des heures et des heures. Donc je pense que c'est la réponse un peu que je dois donner. Ouais, c'est ça. Bien, si vous m'y autorisez, je vais clore notre rencontre. J'ai juste envie de dire une chose, c'est que dans le contexte politique qu'on vit dans l'actualité en ce moment, il y a une urgence, je pense, politique à, comme tu l'as dit, à faire passer aux enseignants, aux formateurs, aux responsables de politique linguistique de formation, ce message de la variation, de ces concepts de la sociolinguistique, aussi bien auprès des enfants dans les pays francophones que pour ceux qui sont à l'étranger. Je crois que ça passera par là, en fait. C'est de passer ce message, de changer un peu la conception de la langue, de comprendre la variation et essayer de réfléchir comment l'organiser, la préparer pour que les personnes arrivent à mieux communiquer et éviter les drames qu'on a pu voir récemment. Ça passe aussi par une refonte des programmes universitaires. Et des examens en premier lieu, parce que c'est ça qui donne la ligne directrice des programmes et ensuite des pratiques. Ouais. Merci beaucoup à tous. Nous restons disponibles si vous avez d'autres questions. Bonsoir. Merci. Tu veux les garder? Non, justement, parce que je peux t'envoyer le PowerPoint que j'ai présenté. Simplement, dans celui-là, il y a d'autres trucs derrière. Celui-là, si tu veux bien l'effacer, et je t'envoie. Non, là, moi, j'ai copié mon dossier à moi, que je vais jeter, mais j'ai mis vos documents en fait. Comme je pense que j'ai pas copié tous tes trucs, j'ai copié que ça. C'est ça.